Alors, je m'appelle Nathalie Hainaut, je suis commissaire d'exposition, critique d'art, membre de l'AICA Sud Caraïbes et aussi du CEREA. Puis, nous sommes au mois de mai, donc je rentre dans ma 59e année. Alors moi, je suis une enfant de l'Afrique et des indépendances qui ont commencé dans les années 60. Et je vivais dans plusieurs pays d'Afrique, en Éthiopie, au Burundi, etc. Et donc pour toutes les vacances, nos parents nous amenaient souvent dans le pays voisin. On allait voir les musées dans les pays où il y avait des musées, ou aussi visiter des ateliers d'artistes. Et mon papa m'emmenait souvent aussi dans les ateliers de sculpture, particulièrement en Afrique. Donc mes premiers contacts, ce sont ceux-là. Et le fameux musée du Caire aussi, où je suis allée quand même 2 fois, c'est assez impressionnant. Alors moi j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque dans ma génération un bac A5, philo et 3 langues vivantes. Et puis j'ai fait une maîtrise en lettres à l'université de Genève, en Suisse. Mais très tôt et en même temps, j'ai commencé à suivre, je suivais en auditeur libre les cours de l'histoire de l'art. J'ai commencé à travailler dans une galerie avec une grande galerie de la place avec Michel Raymondin. Et surtout, mon directeur de mémoire et de thèse était Michel Butor, qui était lui-même écrivain et critique d'art. Donc on passait pas énormément de temps sur mon mémoire ou sur ma thèse, mais on allait beaucoup dans les expositions et surtout il m'emmenait dans les ateliers et c'est lui qui m'a incité à écrire. J'ai beaucoup travaillé avec Christian Bonnefoy, avec Jean-Pierre Pincemin qui était un des leaders de la figuration narrative ou de la figuration libre. J'ai travaillé aussi, on a fait en 1999, je travaillais au Centre d'art contemporain de Tanlay en Bourgogne en même temps qu'au musée. On a fait donc en 99 une rétrospective pour les 40 ans du travail d'Hervé Télémaque qui s'appelait Modes et Travaux, puisque Hervé travaille beaucoup avec des patrons, comme il y avait dans cette fameuse revue Modes et Travaux, des patrons en tissu qu'on utilisait. On a exposé Eric Dittmann, enfin des grosses pointures, et puis à un moment donné, j'ai enjambé la mer pour venir en Guadeloupe. Au départ, je suis venue en Guadeloupe, j'avais déjà des amis artistes guadeloupéens, aussi bien dans les arts plastiques, la musique, le cinéma et tout ça. Et je suis justement venue pour un film, pour 1802 de Christian Lara. Et je suis tombée de love en pays là et après 3 mois où je ne supportais plus le racisme en France, je suis revenue en Guadeloupe, où j'avais déjà des amis, où il y avait une scène artistique déjà installée, mais dans une autre configuration qu'aujourd'hui, 20 ans après, avec le net, avec les nouvelles technologies, on a l'impression d'avoir 2 mondes différents. J'ai rencontré tous les grands et tous les anciens, et puis pendant une bonne quinzaine d'années sur les 20 ans que je suis là, j'ai vraiment écumé, suivi tout ce qui se passait, suivre les jeunes artistes aussi, et surtout essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les artistes d'ici, parce que j'ai l'impression que c'est souvent la chose qui manque. Il y a des fois des gaps entre les générations, il y a des gaps avec aussi les orientations politiques de certains, le parcours, ceux qui ont fait des études d'art, ceux qui sont autodidactes, alors que vu de l'extérieur, pour un petit pays comme ça de moins de 400 000 habitants, on a un nombre d'artistes, peintres, d'artistes visuels, de photographes assez dense et de qualité, quoi. Alors, si on veut parler d'un des grands départs, on va dire, de la visibilité des artistes de Guadeloupe, et pas que de Guadeloupe, parce qu'il y avait aussi des invités de Martinique, de la Dominique et tout ça. Effectivement, il y avait eu Indigo et c'est plusieurs éditions, mais j'étais pas encore là. Moi, je suis arrivée en 2002. Et j'ai commencé à travailler en 2003, on est aujourd'hui en 2021, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec vraiment un grand nombre des artistes qui sont
sur la scène ici, en allant des anciens de Michel Rovellas, Claudie Cancelier, Lucien Léogane, Richard Victor Saint-Silly, Cailleul, Joël Nanquin, et les générations en dessous, les Stoncollet West, les Thierry Lima, les Do, Stan Musker, la génération de ceux qui ont moins de 40 ans. Vraiment, je crois que... Et aussi, je suis beaucoup le street art. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion aussi de suivre ton éclosion, ta sortie de l'œuf dans le monde. En plus, tu as fréquenté le Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre qui héberge, à défaut de devoir monter en Martinique, une classe prépa art et design. Donc voilà, il y a énormément d'artistes de qualité sur la place. Mais on reste quand même confronté à des problématiques qui reviennent tout le temps sur le terrain. C'est des politiques culturelles peu adaptées au territoire. Et c'est vrai aussi que des exercices politiques de 5 années ne laissent peut-être pas tout le temps aussi de mettre en place une vraie perspective, un vrai développement, un vrai accompagnement. Le manque de lieux, c'est quelque chose qu'on répète depuis des années. Le manque de structuration du métier et de professionnalisation aussi. Pas toujours des personnes qualifiées pour faire des feuilles de route, on va dire ça comme ça. Et qu'il y a beaucoup de bonnes énergies, mais je pense qu'on en gaspille aussi beaucoup malheureusement. C'est vrai que l'internet, les sites, les blogs de la génération d'artistes, on va dire en dessous de 40 ans, leur permettent une autre visibilité que la génération précédente. Mais en tout cas, on est très observé depuis quelques années de nos frères et amis de la Caraïbe, comme les États-Unis. On intrigue beaucoup parce qu'un si petit territoire qui a autant d'artistes, il faut dire que beaucoup d'artistes guadeloupéens ne sont pas forcément sur le territoire. Beaucoup sont en exil choisi, décidé ou de couple, on va dire ça comme ça. Mais il y a des artistes guadeloupéens du Japon à l'Afrique, en passant par le Canada et l'Amérique du Sud. Donc nous piti mais nous fort. Pour ce qui est de répondre à la grande question aussi qui revient souvent et que tu avais déjà posée dans ta précédente série, est-ce qu'il y a un art guadeloupéen, quelle est notre place dans le monde? Notre place, elle est là, mais je crois que c'est aussi beaucoup aux artistes, aux commissaires d'exposition, aux critiques d'art, de faire en sorte de nous donner une responsabilité et une visibilité qui sortent de notre territoire. Et ça passe par plein de choses qui sont vraiment importantes, c'est d'avoir des expositions personnelles, des expositions collectives qui voyagent, qui tournent aussi bien dans la Caraïbe, et j'y tiens beaucoup parce que avant d'être des citoyens européens et français, nous sommes d'abord des Caribéens et des afro-descendants. Donc moi je suis très pour les échanges avec l'extérieur. On en a fait l'expérience, tu en as fait l'expérience aussi par exemple avec Barthélemy Togo, avec Banjun Session, y avoir de vrais échanges parce que d'être isolé en tant qu'exotique de la République, je ne sais pas si ça nous sert toujours. Alors, pour ce qui est de la fameuse BIAC à Guadeloupe, je suis d'autant mieux placée pour y parler puisque à l'époque j'étais chargée de médiation de l'accueil responsable du Fonds d'art contemporain au département, donc ce projet était déjà dans nos tablettes. Effectivement, ça pourrait amener un coup de visibilité sur notre territoire, sur nos artistes, mais personnellement je trouve quand même que c'est un projet qui a été mis en route beaucoup trop vite. En plus, ça fait plus d'un an qu'on est bloqué avec le Covid, qu'on n'a pas énormément non plus de visibilité justement sur les possibilités que peuvent nous offrir cette biennale, parce qu'il faut quand même retourner à la vie réelle et avoir des vraies rencontres. Moi je veux pas d'une biennale ou d'une biennale à moitié en virtuel, en Zoom, voilà. Puis après se repose de nouveau la question des lieux.
potentiel pour accueillir cette grosse machine quand même, où il y a 11 artistes intercontinentaux, des artistes de Guadeloupe et plein d'autres choses, puisqu'il n'y a pas que les arts visuels. Donc voilà, je ne suis pas la seule, on s'interroge, et peut-être aussi, vu que dans l'absolu, déjà on est en période électorale et qu'un jour on arrivera vers l'Assemblée unique, est-ce que c'est pas mieux que les deux collectivités se mettent ensemble pour porter un tel projet et de le les préparer vraiment de manière professionnelle, en allant déjà dans d'autres biennales dans le monde avec une petite délégation d'artistes guadeloupéens, de critiques d'art, de profs d'art plastique, de gens qui sont investis dans ce genre de projet. Dans l'absolu, c'est toujours bon d'avoir un type de projet comme ça, d'autant plus qu'on a quand même parmi les artistes guadeloupéens, et pas des moindres, certains qui ont déjà été dans d'autres biennales, Richard Victor Saint-Cély, Henri Tolio, et je m'excuse pour ceux que j'oublierai, mais je suis quand même, je dirais pas sceptique, mais je pense que les artistes guadeloupéens n'ont pas été assez consultés en amont pour cette biennale, et j'ai l'impression que certains ne se sentent pas impliqués parce qu'ils n'ont pas été contactés, et que si on fait une biennale en Guadeloupe, même si le pays qui reçoit ne doit pas être celui qui est le plus en vue, puisqu'on a des invités, mais il aurait fallu, et aussi pour cimenter un petit peu des bonnes relations dans le milieu en général, toutes générations confondues, il aurait peut-être fallu consulter plus l'ensemble des artistes de la Guadeloupe pour qu'ils se sentent aussi partenaires ou partie prenante de ce projet. L'essentiel, c'est quand même d'arriver à faire un maximum de choses ensemble et d'essayer de se créer, indépendamment de 2-3 têtes de pont, on va dire, dans chacune des générations que j'ai citées tout à l'heure, d'arriver à attirer le regard de l'étranger, de nos voisins jusqu'à l'autre côté de la planète, sur l'ensemble de nos pratiques artistiques, puisque voilà, on a aussi une histoire qui est lourde. Certains artistes la transcendent dans leur travail, d'autres ont décidé d'avoir une pratique qui n'aborde pas ces thématiques. Donc finalement on est très riche, parce qu'on a des propositions artistiques qui touchent tous les domaines de la création, que ça aille de la réparation à la projection, et aussi à la poésie, à plein d'autres pratiques, à la pratique contemporaine. On a aussi bien autant de bons peintres que d'excellents graffeurs en Guadeloupe. Donc on est un territoire à haute densité d'art visuel et art plastique, sauf qu'on n'a pas les outils ni sur notre territoire, ni peut-être aussi dans les accompagnements, pour pouvoir être aussi visible qu'on le mérite. Alors une biennale, selon la définition, c'est une manifestation d'art contemporain où on invite des gens du monde entier, tous les 2 ans. Dans la Caraïbe, on a quand même une biennale qui, après celle de Venise, est parmi les plus anciennes du monde et les plus réputées, la biennale de Cuba, dans laquelle justement des artistes guadeloupéens ont déjà été présents, et dont Henri Tolio, au nom de la Guadeloupe et pas au nom de la France. Mais c'est quelque chose qui se prépare, surtout avec nos problématiques de lieux de monstration. On est un tout petit territoire, on est un territoire éclaté, la Guadeloupe c'est un archipel. Si on veut, il nous faudrait vraiment un grand lieu pour centraliser les grosses expositions. Mais je ne suis pas certaine que la formule de faire voyager tout le monde un petit peu dans tous les coins de la Guadeloupe soit la meilleure façon de faire découvrir nos artistes. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir un socle commun, où il y a aussi bien les artistes internationaux que des artistes de Guadeloupe, et après rayonner en étoile, hein, et pas le contraire. Mais bon, ça, je ne suis pas aux manettes.
ce qui est très important, c'est que déjà il faut qu'on arrive à être plus visible qu'on est, mais avec beaucoup plus de professionnalisme. Il faut aussi que des expositions soient toujours accompagnées de catalogues, version numérique mais aussi version papier, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on intéresse aussi le monde, et que des bonnes revues universitaires, des bonnes revues de recherche, des bons articles, des bons catalogues se retrouvent dans les meilleures librairies et bibliothèques du monde, et que ça peut intéresser aussi des artistes ou des chercheurs d'ailleurs. Ne pas rester trop enfermé sur notre guadeloupéanité, nos problèmes qui sont ce qu'ils sont, mais c'est à nous aussi, vu que les politiques ne font que passer, je dirais, c'est peut-être aussi à nous de prendre le volant pour demander, exiger et imposer la politique culturelle qui nous convient. Avec la situation actuelle Covid & Co, c'est vrai que peut-être que les artistes internationaux ou des grands pays qui ont déjà une visibilité vivent cet impact moins fortement que nous, même si les galeries sont fermées, il y a moins de ventes, il y a moins de collections et tout ça. Mais je pense que nous, comme on a une capacité aussi de résilience assez forte, due à notre histoire et aux difficultés multiples du territoire, je pense que pour certains, je sais que c'est dur pour beaucoup aussi, on en fait tous les frais, mais je pense aussi que ça peut être une façon de rebondir et de se montrer autrement, d'utiliser d'autres biais pour faire connaître notre travail, et surtout ne pas éviter de s'enfermer dans nos problématiques locales, et de rester ouvert aux autres, ouvert au monde, et le plus important étant la transmission. C'est aussi de vraiment, à chaque fois qu'on fait des expositions, des catalogues, des projets, toujours penser que voilà, nous ne sommes que de passage, mais le plus important aussi, c'est d'éduquer notre jeunesse. Et on a souvent constaté ces dernières années, tu en as été témoin, que quand on a une exposition avec un bon dossier pédagogique et des professeurs d'art plastique, de philo, de français intéressés, eh bien on a à peu près 30% du public scolaire qui revient avec les parents. Et ça, c'est tout gagné, parce que malheureusement, tout ce qui concerne la culture, et particulièrement les arts visuels, ça reste encore un petit peu une sphère protégée ou inaccessible pour plein de gens, alors que c'est accessible à tous. Donc moi, c'est vraiment pour une démocratisation de l'accès à la culture, aux expositions. En plus, on a de la chance pour le moment, à part quelques exceptions, que l'accès au lieu est gratuit. On peut rencontrer les artistes parce qu'on est dans un petit territoire. On peut inviter les artistes dans son école, on peut faire des masterclass, ce qui est beaucoup plus compliqué quand on est dans un territoire beaucoup plus grand. Donc il y a une proximité entre la population générale et les artistes, et je pense que c'est peut-être aussi par ce biais-là qu'on arrivera à se faire entendre, et qu'on nous donne les moyens de montrer la production locale dans les conditions optimales. Et je pense que l'effet à l'extérieur aussi n'en sera que meilleur. Alors il y avait aussi quelque chose auquel je tiens particulièrement aussi, et que j'ai constaté avec un grand plaisir à ces 20 dernières années, c'est la grande émergence des femmes sur la scène des arts plastiques et visuels de la Guadeloupe. Quand je suis arrivée, il y avait Marie-Jo Limousin, Michel Chamorro-Lamotte, et on a vu apparaître aussi une belle scène de femmes qui ont des pratiques plastiques, photographiques de qualité, soit Chantaléa Commun, Anaïs Verspan, Bélisa Troupé, Kelly Sinapa, Minia Biabiani, voilà. Enfin, c'est vraiment, et pareil, pardon, je peux pas citer tout le monde, mais effectivement, voilà, les femmes sont dans la place, hein, et ces messieurs n'ont rien à leur envier.